J'ai toujours voulu être le meilleur dans ce que je faisais. C'est pour ça que je suis devenu le meilleur tueur en série. Richard Cottingham, l'un des criminels les plus barbares des États-Unis. Il est enfermé à vie pour avoir torturé, tué, puis découpé des femmes. J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire à une femme. De toute évidence, je dois être malade. Les gens normaux ne font pas ce que j'ai fait. Après 30 ans de silence, il se confie pour la première fois. C'est Nadia Fezzani qui l'a convaincu de parler. Cette journaliste et enseignante québécoise est une spécialiste des tueurs en série. Pour elle, Richard Cottingham est l'un des pires. Les crimes qu'il a commis, les agressions, les meurtres, sont les plus cruels que j'ai vus jusqu'à maintenant. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut aimer faire ce genre de choses à des personnes innocentes. Alors, je veux comprendre pourquoi. Pour tenter de comprendre, direction la prison de Trenton, dans l'État du New Jersey. Après 2 ans de négociations, Nadia Fezzani a obtenu un entretien avec Richard Cottingham. Dans quelques minutes, elle a rendez-vous avec un monstre. Elle est tendue. D'habitude, je suis pas nerveuse comme ça, mais étant donné qu'il n'a jamais parlé aux médias, ça me fait vraiment peur. J'ai peur de sa réaction, j'ai peur d'être déçue par ses réponses. Il pourrait être fâché par une des questions. Il pourrait juste vouloir partir. Il pourrait devenir agressif. Is he here? Il est là? Oh wow, je pense que oui, je suis nerveuse. Je croyais qu'il arrivait. Est-ce qu'il est là? Les images des crimes hantent Nadia depuis longtemps. Elle repense à ces corps de femmes sauvagement mutilés dans des motels. Comme cette victime au sein coupé. Nadia Fezzani n'a vu du tueur que cette photo prise à l'époque des meurtres. Aujourd'hui, Richard Cottingham a 63 ans. Hi. How are you? Comment ça va? Bien. Good. Et toi? Bien, merci. I've been waiting for this Ça fait moment longtemps que j'attends for ce a while moment. now. Vous êtes content d'être là, non? Are you happy to be here? Non. No, Non, you're vous not. n'êtes pas content? Je fais ça pour toi, tu sais. Never happened. Nadia Fezzani a peu de temps. Alors elle entre directement dans le vif du sujet. Can you tell me why Pourquoi you avoir cut off coupé the les seins breast d'une victime? of one victim? Pour faire quelque chose de différent. Elle était déjà morte. J'ai voulu faire quelque chose qui fasse sensation. But I mean, Il faut avoir l'estomac bien accroché pour faire ça, non? C'est pas difficile. C'est juste un corps. Que ressentiez-vous en tuant ces femmes? Aucun sentiment. Pas de sentiment du tout. Rien. Nothing. Rien du tout. J'ai oublié aussitôt. Comme si ça ne s'était jamais passé. J'arrivais à me mettre dans un état second. Un peu comme un robot. Des questions, elle en a encore beaucoup à lui poser. Son entretien, elle l'a longuement préparé. C'était 2 semaines auparavant dans sa ville natale de Montréal, au Québec. Passionnée par les tueurs en série, cette journaliste de 32 ans écrit des chroniques pour plusieurs journaux. Elle enseigne aussi la psychologie du tueur à l'université. Alors, que savez-vous des tueurs en série? Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine d'étudiants en criminologie. Aux États-Unis, il y a entre 50 et 100 tueurs en série en liberté. Chaque année, ils feraient entre 300 et 400 victimes.
Cottingham. Je vais le rencontrer dans quelques jours. Il avait l'habitude de menotter ses victimes. Il n'a jamais admis ses meurtres à la police. Mais moi, il me l'a écrit dans des lettres. Des lettres de Cottingham, elle est aujourd'hui la seule à en posséder. Leur correspondance a commencé il y a 2 ans. Nadia Fezzani s'intéresse de près aux tueurs en série, car elle a été victime d'une violente agression à l'adolescence. Depuis, elle cherche à comprendre. Au fil des années, elle s'est constituée une belle collection de lettres. Ça? Oui, j'ai une boîte aussi. Je vais les amener dans la salle à manger. Celles-ci sont les lettres des tueurs en série avec qui je corresponds toujours. Ce sont les lettres de Joel Rifkin. Joel Rifkin, 18 femmes assassinées dans les années 80. Patrick Kearney, 28 victimes. Il les violait après les avoir tuées. Au total, plus de 500 lettres échangées avec les criminels les plus dangereux au monde. Leurs réponses sont parfois étonnantes. Ça représente un garçon qui s'amuse sexuellement avec une boule de neige. Ça, c'est encore pire. Il met toujours du sang dans ses lettres. Des petites statues de 2 chats. C'est le cadeau d'un psychopathe. Ah. Je sais pas vraiment ce que je vais faire avec ça, donc... Mais le plus surprenant, ce sont ces 15 lettres de Richard Cottingham. Cette correspondance révèle une étrange relation entre le tueur et la jeune femme. Happy birthday, Nadia. Joyeux anniversaire, Nadia. Je sais que c'est un jour spécial pour une fille spéciale. Signé Richie. Un surnom, des cartes d'anniversaire et même des déclarations enflammées. Au fil des pages, la confiance s'installe. Le tueur confie un terrible secret. Il aurait commis bien plus que les 5 meurtres pour lesquels il a été condamné. Je ne te donnerai pas un chiffre exact, mais je vais te dire ceci. J'ai été incarcérée pour 5 meurtres, mais j'ai commencé à faire ce genre de truc 12 ans avant. Alors, calcule. Ou laisse-moi le dire d'une autre façon. C'est beaucoup plus que ton âge. Ça voudrait dire qu'il aurait commis plus d'une 30aine de meurtres. C'est toujours indirect, ce qu'il affirme. Alors maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, je veux savoir combien de personnes il a tuées. Et c'est possible que les familles des victimes puissent le savoir aussi, pour qu'elles puissent enfin faire la paix. Lancé par Cottingham sur un jeu de piste macabre, direction New York. C'est ici que Cottingham a tué. Pour Nadia Fezzani, c'est la première étape d'un long parcours sur les traces du tueur en série. Elle est bien décidée à découvrir sa part d'ombre. À la fin des années 70, au cœur de Manhattan, ce monsieur tout-le-monde, modeste informaticien dans une compagnie d'assurance, recrute ses victimes à la sortie du bureau. Il partait de son travail, là, et il allait jusqu'au Times Square. Times Square, une vitrine de l'Amérique aujourd'hui. Mais à la fin des années 70, c'est un quartier sulfureux, réputé pour ses sex shops et ses hôtels de passe. Le terrain de chasse idéal pour Cottingham. Le prédateur aborde des prostituées et les conduit dans des motels. L'un d'entre eux existe encore sur la 42e rue. Avant de rencontrer Cottingham, Nadia Fezzani décide d'y passer la nuit pour s'imprégner de l'esprit du tueur. Je peux avoir la chambre 417 ? Elle est à vous. La chambre 417. C'est le lieu du crime le plus atroce commis par Richard Cottingham. 2 décembre 1979. Cette nuit-là, le modeste informaticien s'est payé les services de 2 prostituées. Personne ne les reverra plus jamais vivantes. C'est ici que ça s'est passé, hein. J'aime pas la sensation, j'aime pas ça être ici. Je me sens un peu comme dans un film d'horreur. Des 2 femmes, on ne retrouvera que les cadavres abandonnés sur le lit. Richard Cottingham ne s'est pas contenté de les tuer. Il les a aussi violées et torturées. Puis il leur a coupé les mains et la tête. C'est affreux. Je pense à ces femmes. À ce qui est arrivé, et puis ça a dû être tellement atroce.
L'idée de voir quelqu'un défaire un corps humain, de couper des mains et une tête, c'est... J'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça. À l'époque, l'affaire fait la une des journaux new-yorkais. Mais sans visage et sans empreinte digitale. Impossible pour la police d'identifier les victimes, et encore moins le boucher de la chambre 417. Sur le lieu même du crime, la criminologue québécoise se replonge dans le dossier. Un indice l'intrigue, toutes les victimes sont recouvertes d'étranges lacérations. À l'époque des meurtres, ces traces avaient également intrigué les médecins légistes. L'un d'entre eux vit ici, dans la banlieue de New York. Hello. Bonjour. Dr. Napolitano. Heureux de vous rencontrer. On va s'installer dans le salon. Le docteur Louis Napolitano, un as de la médecine légale. Aujourd'hui, sa fortune et sa réputation sont faites. Mais il y a 30 ans, le jeune médecin réalisait ses premières autopsies. Il a été choqué par les corps mutilés. Vous voyez ces traces de couteau, là, là et là. Sur la poitrine, elle avait une entaille par-ci, une par-là, une comme ça. Ce qui est important, c'est que ces blessures n'étaient pas profondes. Elles n'étaient pas faites pour pénétrer le corps, elles étaient superficielles. Ça nous apprend quoi sur le meurtrier? Il s'amuse avec ses victimes. C'est comme s'il leur disait « Je ne vais pas tout tuer tout de suite. Je ne vais pas te planter ce couteau dans la poitrine. Non, pas tout de suite. » Il fait tout pour leur faire peur, pour les soumettre. Il leur dit « Je te fais ça, mais je pourrais faire pire. » La perversité, les jeux sadiques, une constante chez les tueurs en série. Mais dans quel but? C'est la prochaine question que Nadia Fezzani veut poser à Richard Cottingham. Pendant ce temps à Paris, un autre spécialiste des tueurs en série se prépare à partir pour les États-Unis. Il s'appelle Stéphane Bourgoin. Patron d'une librairie, mais aussi auteur de plusieurs livres consacrés aux serial killers, Stéphane Bourgoin a déjà rencontré les plus célèbres d'entre eux. Tommy Lynn Sells, condamné pour 15 meurtres. Il attend son exécution dans le couloir de la mort. Ou encore Donald Harvey, lui affirme avoir tué 70 personnes. S'il s'intéresse d'aussi près aux tueurs en série, ce n'est pas par hasard. Il évoque un drame personnel. C'est une photo de moi avec mon amie Eileen, qui est décédée de manière tragique en 1976. J'ai découvert mon amie mutilée, qui avait été violée, la gorge tranchée, quasiment décapitée. Et puis au bout de 2 ans, j'ai un appel téléphonique où on m'indique que le tueur a été arrêté, qu'il est passé aux aveux, mais qu'il a tué aussi une dizaine d'autres femmes. Connaître les tueurs en série pour les combattre, c'est désormais son objectif. Dans quelques jours, le criminologue français a rendez-vous avec Elmer Wayne Henley, un tueur en série emprisonné près de Houston, au Texas. Mais avant de s'envoler pour l'Amérique, petit détour par Reims. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la réunion mensuelle de l'association Victimes en série. Stéphane Bourgoin en est l'un des fondateurs. Autour de la table, des familles et des avocats impliqués dans des affaires de crimes en série. Désolé pour le retard. Parmi les membres présents, Jean-Pierre Leroy. C'est sûr que ça se traîne pas. 2 ans avant. Sa femme, Colette Leroy. Elle avait 18 ans à cette époque-là. Leur fille Fabienne a été assassinée par le pédophile Michel Fourniret en 1988. 20 ans après, les parents sont encore sous le choc. Vous savez, quand on perd une fille, 20 ans, c'est très très difficile à vivre. Même après l'enterrement, etc., on dit c'est pas possible, on va se réveiller un jour et puis ça va s'arrêter. Qui commet ce genre d'erreur, c'est angoissant. À côté de Jean-Pierre Leroy, l'avocat Gérard Chemla.
Il a défendu plusieurs familles des disparus de Mourmelon, victimes de l'ex-adjudant Chanal. Un besoin ponctuel. Joël Vaillant, colonel de gendarmerie. Il a traqué Francis Holm, tueur en série condamné pour 6 meurtres. Mais aussi Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, Émile Louis ou encore Patrice Allègre. Ces 20 dernières années en France, on a recensé 80 tueurs en série. Détruits, ça c'est un problème dont on parle trop peu. Il n'y a guère qu'aux États-Unis que le phénomène intéresse. Des profilers étudient les serial killers depuis plus de 20 ans. En France, pour le moment, au niveau de la connaissance de ces agresseurs en série, il faut bien dire qu'on en est au néant absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun entretien systématique qui est effectué, il n'y a pas d'études systématiques au niveau de la formation pour les enquêteurs, parce qu'on n'arrêtera jamais plus rapidement ces tueurs en série si on ne comprend pas leur fonctionnement psychologique. Ce sentiment, tous le partagent ici. Colette Leroy, qui est la maman... En premier lieu, Colette Leroy, la mère de Fabienne. Du couple. Pour elle, la police a tardé à stopper le tueur pédophile qui a tué sa fille. On l'a laissé passer au travers de plein de choses. Il aurait pu être arrêté bien avant. Et ça me met en colère. Bon, Fabienne aurait peut-être été tombée dans ses pattes, mais il y a peut-être d'autres victimes qui auraient pu lui échapper. Avoir été enlevée, menottée, le pistolet sur elle, violée. Elle a bien dû ressentir que c'était la fin. Pour elle, ça devait être atroce. Mais je la vois toujours comme elle était à 20 ans, juste avant sa disparition. Puis bon, elle me manque. Toujours la même émotion pour Stéphane Bourgoin. Même après 30 années passées à écouter les victimes et leurs bourreaux. Son objectif, connaître les serial killers pour mieux les combattre. C'est pour cela qu'il parcourt le monde. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, embarquement de votre vol 12 à destination de Houston. Nous invitons l'ensemble des passagers à bien vouloir se présenter en porte de 48. Aujourd'hui, direction le Texas. La loi ne permet pas d'interroger les tueurs en série dans les prisons françaises. Stéphane Bourgoin doit traverser l'Atlantique pour réaliser ses entretiens. Dans quelques jours, il a rendez-vous avec Elmer Wynne, l'un des 3 auteurs des massacres de Houston. Une affaire qui a terrorisé l'Amérique au début des années 70. L'enquête commence dans le centre-ville de Houston, à la bibliothèque municipale. Toutes les archives de l'époque y ont été conservées sur microfilm. Là, vous avez le zoom et là, la mise au point. C'est très facile. Ok, yeah. Des milliers d'articles de presse. Il faut dire que l'affaire est hors du commun. 3 hommes associés dans une même folie meurtrière. C'est la première fois que Stéphane Bourgoin rencontre ce genre de tueur. Ce qui est unique dans l'affaire, c'est déjà le fait que c'est un fonctionnement en trio. La plupart du temps, dans 80 à 90% des cas, les tueurs en série agissent seuls. Là, il s'agit d'un trio. Dans ce trio, un des meurtriers est mort. Un autre refuse toute visite dans sa prison. C'est donc le 3e que Stéphane Bourgoin va interroger. Elmer Wynne. Il avait 15 ans quand il a commencé à tuer. Condamné pour 6 des 27 meurtres du trio, il purge une peine de 594 ans dans une prison du Texas. Rencontrer un tel tueur, c'est toujours un grand moment d'angoisse, même pour ce spécialiste des tueurs en série. C'est un voyage vers l'abysse. Quand vous avez affaire à un tueur qui torture ses victimes, c'est la face la plus sombre de l'être humain. C'est vrai qu'il faut se préparer à affronter ce que l'âme humaine peut offrir de plus sinistre. Son face-à-face avec Henley aura lieu dans 2 jours. En attendant, de l'autre côté des États-Unis, Nadia Fezzani s'apprête à affronter Richard Cottingham. La Québécoise connaît bien Stéphane Bourgoin. Oui, c'est Nadia Fezzani, ça va bien? Oui, bonjour. Alors, comment se passe l'enquête au Texas? Avant de partir pour la prison, elle lui demande quelques conseils. Comme tous les tueurs en série sont manipulateurs et égocentriques,
il va peut-être se sentir flatté de l'attention et qu'on s'intéresse à lui. Et en plus, une femme, donc il faut un peu jouer là-dessus, hein. Avez-vous des conseils à ce propos? Les photos de corps lacérés obsèdent la jeune femme. Et une question lui brûle les lèvres. Cottingham prenait-il du plaisir lorsqu'il torturait ses victimes? Testing. Après une solide enquête, elle se sent de nouveau armée pour affronter le boucher de Times Square. Vous aimiez torturer vos victimes? J'adorais ça. C'était un jeu. Pour une fille, c'est très effrayant de subir ce genre de choses, d'avoir un couteau sous la gorge. Ce que je recherchais, c'était une sensation de pouvoir. Le pouvoir de tenir la vie de quelqu'un entre ses mains. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que d'avoir le contrôle absolu sur la vie de quelqu'un. Comment avez-vous fait pour couper les têtes et les mains? Oh, c'est pas très difficile. Avec une hache. C'était pour empêcher l'identification. Un récit qui glace le sang. Richard Cottingham, c'est l'archétype du tueur psychopathe, dénué de sentiments et méthodique. Lorsqu'il aborde ses victimes, il porte une perruque et se présente sous un faux nom. Pour brouiller les pistes, il tue dans 2 États différents, New York et l'État voisin du New Jersey. Les 2 polices ne communiquent pas entre elles à l'époque. Cottingham exploite cette faille du système. Et sur les lieux du crime, il ne laisse aucun indice, un sang-froid absolu. J'avais des nerfs d'acier. Quand j'ai voulu me débarrasser des têtes coupées, par exemple, je les ai mises dans un sac en plastique pour les sortir de l'hôtel. À 3h30 du matin, 2 flics m'ont arrêté et demandé ce que je faisais dans la rue. Sans sourciller, je leur ai dit que j'habitais à l'hôtel et que j'étais sorti pour m'acheter à manger. Ils ne m'ont même pas demandé mes papiers ni ce qu'il y avait dans mon sac. À l'époque, j'arrivais à faire croire ce que je voulais, à qui je voulais. Comment vous sentiez-vous? Comment vous dire? Je me sentais comme Dieu. Se prendre pour Dieu, un délire égocentrique commun à tous les tueurs en série et qui les conduit à l'erreur fatale. C'est dans ce motel que Cottingham commet ce faux pas en 1980. Les 2 acteurs de son arrestation, Alan Grieco, un policier à la retraite, et son ancien collègue, Ed Denning. Ça s'est passé ici? Oui, c'était ici, dans ce motel. Ces 2 enquêteurs ont mis fin à son parcours sanglant. Dans la nuit du 22 au 23 mai 1980, Richard Cottingham descend dans ce motel avec une prostituée. Sitôt arrivé dans la chambre, le supplice de la jeune femme commence. Ces cris alertent les employés de l'hôtel. Il faut dire que le personnel est sur ses gardes. 2 semaines auparavant, Cottingham a déjà tué ici. Le corps de sa victime, menotté, étranglé, est dans toutes les têtes. Grisé par son sentiment de toute puissance, Cottingham a pris tous les risques en revenant dans le même hôtel. Mais encore une fois, il croit s'en sortir. Il rédige à la hâte un petit texte que la prostituée doit répéter à la femme de chambre pour la rassurer. Richard Cottingham était derrière la porte et menaçait la fille avec un couteau. Et quand la femme de chambre est arrivée, elle a demandé « Tout va bien ?» La fille a répondu « Oui », mais en roulant les yeux à droite et à gauche, elle a réussi à lui faire comprendre qu'il y avait un problème. La femme de chambre donne l'alerte. Cottingham tente de s'enfuir par derrière. Il est rattrapé par les policiers quelques minutes plus tard. Malgré cette arrestation en flagrant délit, Cottingham nie tout. Pendant son interrogatoire, il prononce en tout et pour tout une seule phrase. Il était assis avec Alan et moi. Je lui tenais la main. Tout à coup, les larmes lui sont montées aux yeux. Et il a dit « J'ai un problème avec les femmes ». Après, c'était tout. Il a retiré sa main et il a refusé de répondre à toutes nos questions.
Cottingham refuse de parler. Mais les deux enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir l'horreur en perquisitionnant le domicile du tueur. 30 ans après, Ed et Alan reviennent pour la première fois dans ce quartier résidentiel fréquenté par la classe moyenne. C'est dans ce pavillon que Cottingham habitait avec sa famille. Les nouveaux occupants acceptent d'ouvrir leurs portes. Vous saviez qu'un tueur en série habitait ici? Non. Vous êtes surprise? Ah oui, je suis choquée. Vous vous sentez comment? Je me sens nerveuse. Quand nous sommes arrivés pour fouiller la maison, on a découvert une pièce secrète. C'est cette pièce-là? Oui. Le seul qui y avait accès, c'était Cottingham. Il avait interdit à sa femme et à ses enfants d'y entrer. Ah, c'était donc là. Dans cette pièce secrète, les deux enquêteurs découvrent ce que Richard Cottingham cache à sa famille depuis des années. Une collection de trophées volés à ses victimes. Les boucles d'oreilles de la prostituée décapitée dans le motel de New York, ou encore les clés de l'appartement d'une femme tuée 3 ans auparavant. C'était là son espace privé, juste là. Le macabre inventaire des deux policiers ne s'arrête pas là. Des dizaines d'autres bijoux, des sous-vêtements, leurs propriétaires n'ont toujours pas été identifiés aujourd'hui. Pour Nadia, aucun doute, Cottingham a tué beaucoup plus que 5 fois. Et pourtant, les photos saisies par les policiers à l'époque ne montrent pas un tueur en série pervers. Bien au contraire. Ça, c'était pour le baptême d'un de ses enfants. 3 enfants, une épouse. L'employé modèle était aussi un père au-dessus de tout soupçon. Si c'était dans un autre contexte, je dirais waouh. Ouais, c'est un bon père de famille. Oui, c'est ça, quel bon père de famille. Regardez comme il tient son bébé. Là, c'est un autre enfant. Voir qu'il avait un côté humain, familial, qu'il s'occupait de ses enfants, ça fait un peu bizarre, quoi. Père aimant le jour, meurtrier sadique la nuit, Cottingham pouvait faire subir les pires tortures à une femme, puis rentrer tranquillement chez lui et serrer ses enfants dans ses bras. Richard Cottingham menait une double vie, comme la plupart des tueurs en série. Une énigme pour la science et pour la justice. Mais aussi pour le procureur qui a mené le procès. Le procureur, c'est l'homme au chapeau. Il s'appelle Denis Scalo. L'affaire Cottingham, il s'en rappelle comme si c'était hier. Pendant le procès, il a dû affronter un adversaire hors du commun. Alors, c'était ici le procès? Voilà où ça s'est passé. Et vous, vous étiez où? J'étais là, près des jurés. Richard Cottingham était assis là. Il était très calme, très concentré pendant tout le procès. C'était un homme très intelligent, très impliqué dans sa propre défense. Il prenait constamment des notes pour suggérer des questions à ses avocats. Pour réussir à le déstabiliser, Denis Scalo a dû utiliser tous les subterfuges. Très souvent, quand je passais à côté de lui, je lui donnais une petite tape comme ça. Ou alors je faisais ça. Pourquoi? C'était un moyen d'intimidation. Je n'aimais pas Cottingham. Je voulais lui faire savoir que nous allions le faire condamner et le mettre en prison pour le restant de ses jours. Malgré des heures et des heures d'interrogatoire conservées dans les archives du tribunal, jamais Cottingham n'avoue le moindre meurtre. Il plaide non coupable, ce qui oblige le procureur à refaire vivre l'horreur aux familles de victimes. Elles défilent à la barre pour identifier les corps mutilés de leurs proches. La vie de ces gens a été brisée. Et ça à cause de Cottingham. Ce bâtard. Je me rappelle de cette femme à qui j'ai demandé « Vous reconnaissez la jeune femme sur la photo ?» Elle s'est effondrée en larmes en disant « C'est ma sœur. »
Désolé, excusez-moi. I apologize. Nadia, ça te touche? Tu penses à quoi? L'émotion du procureur fait remonter à la surface les souvenirs que Nadia a enfouis depuis des années. Ceux de sa violente agression à l'adolescence. Comprendre les tueurs en série et leur psychologie pour elle, c'est aussi un remède à la douleur. J'ai vraiment cicatrisé un peu avec tout ça. C'est sûr que, bon, un traumatisme, c'est à vie, mais maintenant, je veux vraiment tourner la page sur moi et essayer vraiment d'aider les autres. J'en avais pas marre des fois de cette quête. Souvent. Des fois, j'ai envie d'arrêter, puis mes amis m'encouragent de continuer. Je pense aux familles qui souffrent, aux victimes innocentes. J'aimerais pouvoir les aider. Cottingham, par exemple, je sais qu'il parle à personne d'autre. Alors, c'est pour ça que je me sens un peu comme la personne qui pourrait aider les familles des victimes. Aujourd'hui, elles se sont investies d'une mission. Faire avouer à Richard Cottingham le vrai nombre de ses victimes. Vous avez fait combien de victimes exactement? Je sais combien exactement. Combien? Plus de 85 et moins de 100. J'ai fait ça pendant des années. C'était toutes les semaines ou tous les 15 jours. Vous me dites que vous avez tué toutes les semaines? Tous les 15 jours en moyenne. Pendant combien d'années? Ça, je ne peux pas vous le dire. Plus de 10 ans. Vous auriez continué à tuer si on ne vous avait pas arrêté? Oui. C'est sûr que oui. Vous n'avez pas envie d'aider les familles de victimes à faire leur deuil, à trouver enfin la paix? Les familles, je ne les connais pas. Elles ne me connaissent pas. C'est pas comme si je me souvenais d'une victime en particulier. Mais bon, si vous m'amenez une famille, je veux bien essayer de l'aider. Richard, vous pourriez me tuer, moi? Te tuer? Non. Pourquoi? Parce que toi, je t'aime bien. T'es une dure à cuire. T'es pas naïve. Je te respecte. Tu serais plutôt le type de fille que je voudrais avoir comme petite amie. En tout cas de mon côté. Je ne sais pas pour toi. Je vais faire une petite photo de vous. Thank you very, very much. Il m'a parlé de crimes qu'il n'avait jamais avoués. Ça, vraiment, c'est ma victoire. Alors, je vais voir si vraiment il est prêt à m'aider à trouver les familles des victimes pour pouvoir les aider à cicatriser avec ça. Arrêtez de se demander qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, à ma sœur, à ma mère. Vous voulez le revoir alors? Oui, c'est sûr que je veux le revoir. Vérité ou manipulation? Cottingham est-il le tueur aux 100 victimes comme il le prétend? Ou est-ce juste pour le plaisir de revoir la jeune femme? Retour à Houston avec Stéphane Bourgoin, le spécialiste français des tueurs en série. C'est demain le rendez-vous qu'il espérait depuis des années avec l'un des 3 auteurs des massacres de Houston, Elmer Wayne Ainley. Le tueur en série purge une peine de 594 ans dans ce pénitencier au fin fond du Texas.
C'est derrière ces murs que va se dérouler l'entretien. Pour préparer son face-à-face, direction le commissariat du quartier de Pasadena. Dave Mullican? Bonjour. Yeah, Stéphane Bourgoin. Vous parlez français? Un peu. David Mullican, un ancien policier à la retraite. Dans sa mallette, le dossier Henley qu'il conserve précieusement depuis 35 ans. C'est lui qui a dirigé toute l'enquête, arrêté Henley et recueilli ses aveux à l'été 73. J'ai tué Charles avec l'arme de Dean. Le dernier dont je me souviens s'appelait Homer Garcia. Je lui ai tiré une balle dans la tête et je l'ai enterré à Rayburn. J'ai tué Johnny Delone aussi. Avec Dean et David, on a tué 2 frères. Je crois qu'on les a étranglés. On a tué un garçon qui s'appelait Billy Lawrence. On a étranglé Marty Jones et on l'a enterré dans un hangar à bateau. Je crois qu'Henley a pris du plaisir à tuer, à avoir le contrôle sur la vie et la mort d'un être humain. Mais je pense aussi qu'il a été soulagé de tout avouer, de se débarrasser de ce fardeau. Tous ces meurtres pesaient sur sa conscience. Il avait fait tant de mal. David Mullican accepte d'emmener Stéphane Bourgoin sur les lieux de l'arrestation. Ce petit pavillon dans la banlieue de Houston. La maison de Dean Corll, l'homosexuel du groupe. C'est ici qu'ont été commises les pires atrocités. David Mullican se souvient parfaitement de ce qu'il a découvert ce matin du 8 août 1973 en fouillant la maison. Voilà ce qu'on a trouvé à l'intérieur de la maison. Dans une boîte à outils, un double godemichet, mais aussi des bouts de verre, des fils électriques attachés à un moteur. Des godemichets, des instruments de torture, des menottes, mais aussi des bâches en plastique pour emballer les cadavres. Vous avez été surpris de trouver tout ça? Oui. Je ne m'attendais pas à trouver ce genre de choses. En fait, ça m'a conduit à la plus grande affaire de crime en série de toute l'histoire des États-Unis. La plupart des victimes ont vécu l'enfer sur cette étrange planche de bois. Elle a été soigneusement conservée dans les sous-sols du commissariat de Pasadena. Pour la première fois depuis 35 ans, les policiers acceptent de la ressortir des archives. Voilà ce que nous appelons la planche à torture. Vous voyez ici les menottes et les cordes. Quand il y avait 2 victimes à la fois, ils en attachaient une de chaque côté. En haut, une menotte au poignet et en bas, à la cheville. Cette planche était le support de jeux sadiques, selon un scénario bien rodé par Henley et ses complices. Ils avaient mis au point ce qu'ils appelaient le piège à menottes. Henley mettait des menottes pour montrer aux futures victimes qu'ils pouvaient facilement s'en libérer. Ensuite, il leur proposait d'essayer. Bien sûr, Henley avait gardé la clé des menottes dans sa poche arrière et s'en servait pour se détacher. Les gamins, eux, restaient coincés. Que leur arrivait-il une fois menottés? Oh, il les violait. Il leur faisait subir tout un tas de choses. Ils avaient un moteur électrique avec des fils qu'ils attachaient aux testicules des gamins, juste pour voir ce que ça faisait. En fait, il leur faisait subir tout un tas de tortures et de sévices. Vous avez déjà vu quelque chose de semblable dans votre carrière? Non, c'était vraiment détordu. Ça me donne la chair de poule. Là, ça me prend à la poitrine parce que je pense à ce que les victimes ont dû endurer. C'est absolument terrifiant. D'autant plus terrifiant que l'imagination du trio est sans limite. Comme ce jour où ils attachent 2 frères à la planche et leur proposent à marcher. Celui qui tue l'autre aura la vie sauve. Alors les 2 frères sont restés toute la journée accrochés à la planche à se taper dessus. Et quand Corll et Henley sont rentrés le soir, ils les ont tués tous les 2. Comment Henley et ses 2 complices ont-ils pu atteindre un tel degré dans la cruauté?
Pourquoi ont-ils décidé de violer, de torturer puis de tuer des adolescents de la manière la plus atroce possible? Que se passe-t-il à ce moment-là dans la tête du tueur? Le criminologue obtiendra-t-il des réponses à ces questions? C'est ce qu'il espère sur la route du pénitencier. Comme souvent, son travail intrigue. Aujourd'hui, c'est le chauffeur de taxi qui semble fasciné par les serial killers. Mais comment vous arrivez à leur parler? Je ne les juge pas. Je viens pour les comprendre. J'essaye de créer un lien avec eux. Si je dis « vous êtes un monstre », l'individu ne me parlera pas. Et vous arrivez à comprendre leur psychologie? Ce qui est différent chez eux, c'est qu'ils n'ont pas de mobile. Quand vous vous disputez avec votre femme, vous avez un mobile personnel, ou quand vous tuez quelqu'un pendant un cambriolage aussi. C'est très différent chez les tueurs en série. Ils traitent leurs victimes comme des objets. Interroger ces criminels bien particuliers, c'est toujours un exercice très difficile. En pénétrant dans le pénitencier, Stéphane Bourgoin le sait. Il n'aura que quelques minutes pour gagner la confiance d'Henley et recueillir ses confidences. Vous avez combien de prisonniers? Plus de 3000. 3000? Dans cette prison de haute sécurité, Henley a reçu peu de visiteurs depuis 30 ans, à l'exception de sa mère. En attendant au parloir, Stéphane Bourgoin se demande à quoi ressemble aujourd'hui l'adolescent tueur emprisonné à 17 ans. C'est vous qui attendez? Le prisonnier prend sa douche. Il vient de faire du sport et il ne veut pas arriver en transpirant. Le voici, ce tueur d'une rare perversité. Aujourd'hui, il a 54 ans. Monsieur Henley, ravi de vous rencontrer. Je peux vous appeler Wayne? Moi, c'est Stéphane. Le Français essaie de détendre l'atmosphère. Mais d'emblée, Henley se montre réticent à aborder certains sujets. Quand les victimes étaient attachées à la planche, que leur arrivait-il ensuite? On n'est pas là pour parler des détails des crimes, n'est-ce pas? Ça n'a aucun intérêt. J'ai été condamné 6 fois à perpétuité et je les mérite. Je ne discute pas ça. Vous avez des remords? Je ne peux pas revenir en arrière et croyez-moi, j'aimerais bien. Alors je me fatigue toute la journée jusqu'à l'épuisement. C'est le moyen que j'ai trouvé pour ne pas me rappeler de mes rêves. Et je fais ça depuis des années. Pour éviter les cauchemars, Henley rejette surtout la faute sur ses complices de l'époque, en particulier sur Dean Corll. Ce n'est pas moi qui ai commencé tout ça. Je ne l'ai pas fait par choix. En fait, j'étais un garçon sous l'influence d'un tueur en série. Henley a-t-il été manipulé? Est-il devenu tueur en série malgré lui? Pour le savoir, Stéphane Bourgoin est revenu quelques jours plus tôt, où tout a commencé en 1973. George Flynn est un ancien journaliste du Houston Post. C'est lui qui a couvert l'affaire pour le plus grand quotidien de la ville. Vous êtes Monsieur Flynn? Ce matin, George sert de guide dans la banlieue populaire des Heights. Où était la maison de Henley? C'est là que Henley vivait. Une petite maison où le jeune Henley a grandi avec sa mère divorcée et ses 4 frères et sœurs. Une enfance très modeste. Le nouvel occupant semble plutôt amusé d'habiter dans l'ancienne maison d'un tueur en série. Ne me dites pas que vous êtes venu de France uniquement pour la maison. Ça ne me dérange pas du tout, je trouve même ça fascinant de temps en temps. Les gens viennent me demander. C'est ici la maison de Henley? Eh oui, c'est bien là. Dans cette maison, le jeune Henley a vécu des heures sombres. Son père est alcoolique. Il se montre souvent violent avec sa femme et ses enfants.
Pour échapper à la tristesse de son quotidien, le jeune Henley collectionne les photos de pin-up. Le nouveau propriétaire en a retrouvé quelques-unes lorsqu'il a refait la maison. Il y en avait plusieurs comme celle-là, collées derrière la tapisserie. Des pin-up, découpés dans du carton. Henley aime les filles, mais à l'époque, il n'a pas le temps de courir les jupons. Il est l'aîné, c'est lui qui devient un chef de famille après le départ de son père. Il entretenait toute la famille? Oui, il les aidait. Vous savez, c'était un foyer brisé. Henley avait quitté l'école à l'âge de 14 ans sans jamais y retourner. Il faisait des petits boulots. C'est à ce moment-là que son destin va basculer. Henley fait la connaissance d'un voisin, Dean Corll. Réformé de l'armée, ce jeune homosexuel de 30 ans cherche des partenaires. Il propose $200 pour chaque garçon qu'Henley lui fournira. Allons par là, c'est la maison d'une victime. Wayne Henley a besoin d'argent. Il se met alors en chasse dans son propre quartier et n'hésite pas à recruter ses copains de classe ou ses voisins. Comme David Illigest, le fils d'une amie de sa mère. Il finira assassiné par Dean Corll. Voir physiquement que la maison de Henley et celle d'une de ses victimes, d'un des disparus les plus célèbres, était à 20 secondes de distance, je suis complètement stupéfait. Ou il est complètement inconscient, ou alors il est complètement arrogant, il est sûr qu'il ne va jamais se faire prendre. Dans ce quartier pauvre, les adolescents sont des proies faciles à convaincre. Il y avait beaucoup de gamins qui traînaient. Pas de boulot, toute une génération sacrifiée. Ils prenaient de la drogue, ils cherchaient à s'amuser. C'était le terrain de chasse idéal pour trouver des victimes. Pour attirer les jeunes garçons, Henley leur fait miroiter des fêtes avec de l'alcool et de la drogue. La plupart finiront sur la planche à torture. Après 2 jours d'enquête, Stéphane Bourgoin n'a toujours pas la réponse à sa principale question. Pourquoi Wayne Henley, qui n'était pas homosexuel et n'avait aucun penchant pour le crime, a-t-il soudain pris goût au meurtre? Ce qui m'intéresse, c'est comment un ado tranquille, comme ça, peut basculer tout d'un coup jusqu'à vendre ses propres copains, ses camarades de classe, des voisins qui habitaient à quelques dizaines de mètres. Et moi, je vais chercher à savoir pourquoi Wayne Henley, qui au départ gagnait de l'argent en fournissant des jeunes garçons, par la suite ne touchait plus d'argent et a continué à fournir et à participer à des meurtres. Retour au pénitencier. Cette question qui obsède Stéphane Bourgoin, Wayne Henley va finalement y répondre. Est-ce l'argent qui vous a motivé pour ramener les garçons? Au début, oui, j'ai touché de l'argent. Mais après, non. Pourquoi alors avez-vous continué? Au fil du temps, je suis devenu de plus en plus dépendant de Dean. D'un côté, il me terrifiait. J'étais déjà impliqué dans les meurtres. J'avais peur de la chaise électrique. Et de toute façon, ça n'avait plus d'importance. D'un autre côté, il était important pour moi de plaire à Dean, de le rendre fier de moi, de le rendre heureux. C'était une situation d'attraction-répulsion. Parfois, j'essayais de fuir. Mais finalement, je n'arrivais pas à le quitter. Traumatisé par son père pendant l'enfance, Henley aurait trouvé en Dean Corll un père de substitution. Mon père était violent avec ma mère, avec ma grand-mère, mes sœurs et mes frères. Moi, il ne me battait pas parce que j'avais l'âge de me défendre.
Mais moi, il me méprisait. Et on se sent comme un moins que rien quand votre propre père vous traite comme ça. Dean, lui, ne me méprisait pas. Grâce à Dean, je me sentais puissant. Henley va pourtant se révolter contre son père spirituel. Ce soir d'août 1973, Henley se rend chez Curl pour une nouvelle orgie macabre, avec 2 victimes potentielles. Tout le monde boit de l'alcool et sniffe de la drogue jusqu'à épuisement. Lorsqu'il se réveille au milieu de la nuit, Henley est attaché à la planche de torture avec les 2 autres ados. Il comprend alors que lui aussi va y passer. Je me suis réveillé quand il était en train de me menotter. Tim et Rhonda étaient déjà attachés tous les 2 et leurs pieds étaient scotchés. Dean m'a dit « J'en ai marre de toi ». J'ai répondu « On fait tout ce que tu veux, mais détache-moi ». Et il a fait. Pour sauver sa peau, Henley se saisit alors du revolver de son complice. J'ai pointé le pistolet sur Dean. Il était nu, il était allongé sur Tim. Tim aussi était nu. J'ai dit, lève-toi, détache ces gens, on va partir. Dean m'a répondu, non, non, je vais pas faire ça. Je lui ai dit, si, détache ces gens, on va partir. Il a dit, je vais pas le faire. Tu vas pas me tuer quand même. Je lui ai dit, si, tu sais que je vais le faire. Alors il a commencé à s'approcher de moi. Et j'ai tiré. 3 balles dans la tête. 3 dans le corps. C'est comme cela que son mentor, Dean Corll, lui avait appris à tuer. C'est pour lui qu'Henley aura sa première pensée. Dean m'avait toujours dit, si tu dois tuer quelqu'un, tire jusqu'à ce qu'il s'écroule par terre. Ne t'arrête pas même si tu as déjà tiré une balle entre les yeux, ou même une balle dans le cœur. Tire encore, jusqu'à ce qu'il s'effondre. C'est ce que j'ai fait avec Dean. 3 balles dans la tête, 3 balles dans le dos, jusqu'à ce qu'il tombe. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est... Dean serait fier de moi. Mais Dean venait de le tuer. Presque soulagé, Henley appelle immédiatement la police. C'est l'inspecteur David Mullican qui arrive le premier sur les lieux. Je suis entré et j'ai vu le corps de Dean Corll. Henley, lui, était assis sur le bord du trottoir. On aurait dit un gamin. Un gamin qui craque immédiatement et raconte toute l'affaire aux policiers. Le jeune garçon le conduit ensuite à l'endroit où il a enterré les corps avec ses complices. David Mullican a du mal à croire Henley. Et pourtant, c'est un véritable charnier qu'il va découvrir dans ce hangar à bateau loué par Dean Corll. Voilà, c'est le numéro 11. C'est là que Henley vous a amené. Ouais, juste là. Il y avait un bout de tapis. On l'a soulevé et on a trouvé un cadavre. Un peu plus loin, il y en avait un autre. Et là-bas encore un autre. Certains étaient déjà à l'état de squelette, d'autres encore frais. Certains corps étaient entassés les uns sur les autres. Plus on creusait, plus on trouvait de victimes. Certains d'entre eux étaient ici depuis plus de 2 ans. 17 corps en décomposition, tous au même endroit. C'était difficile pour vous, ça devait sentir. J'ai dû jeter ma veste et mes chaussures. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'odeur. On a appris que Corll était en train de chercher un autre hangar à bateau pour entasser d'autres corps. Il avait prévu de continuer.
Où se serait arrêtée la folie meurtrière des 3 hommes s'ils ne s'étaient pas entretués? Après les 17 victimes trouvées dans le hangar à bateau, Henley va indiquer 2 autres charniers aux enquêteurs, dans une forêt, puis sur une plage au sud de Houston. Au total, 27 victimes, un record mondial de meurtres en série à l'époque. Pour tous ces crimes, Wayne Henley purge une peine de 594 ans de prison. Il est condamné à mourir derrière les barreaux. Tout comme le 3e homme du trio. Dean Korn, lui, est enterré dans un cimetière de Houston. Pour Stéphane Bourgoin, pas question de quitter le Texas sans un détour par la tombe de Korn. Sans sa mort prématurée, le trio de Houston aurait fait bien plus que 27 victimes. C'est l'intime conviction du spécialiste français. J'ai aucun sentiment de compassion pour lui, qui a infligé beaucoup de souffrance. Je pense plutôt aux victimes. Et certaines des victimes n'ont pas encore été enterrées. Des victimes sans sépulture, car toujours pas identifiées des années après le massacre. C'est à la morgue du centre médico-légal de Houston que ces corps sans identité sont conservés. Leur donner un nom, c'est l'obsession du docteur Sharon Derrick. Hi, Dr. Derrick. Yes, Stéphane Bourgoin. Glad to meet you. Which way? Là où elle emmène Stéphane Bourgoin, personne n'est autorisé à entrer habituellement. Un labo ultra sécurisé où elle conserve les restes des cadavres non identifiés. Dans chaque boîte, une victime de Henley et ses complices. Celui-ci portait des bottes de cow-boy. Et un maillot de bain. Très années 70. Le docteur Derrick ne montrera pas les ossements, seulement ces quelques vêtements très abîmés. Ils ont séjourné pendant des semaines dans la boue avant d'être exhumés du hangar à bateau. L'un des charniers qu'Henley a indiqué aux enquêteurs le jour de son arrestation. Après des mois de travail, le docteur Derrick a réussi à reconstituer certains visages à partir des crânes. Voilà les photos de la reconstitution des visages que nous avons faites pour identifier les garçons. Ça, c'est le garçon au maillot de bain à rayures et aux bottes de cow-boy. Il a entre 15 et 20 ans. Et là, un autre individu non identifié. Mais il doit avoir entre 15 et 19 ans. C'est très poignant parce que jusqu'à présent, on a rencontré le tueur, mais là, on a véritablement la chair, la souffrance, l'émotion et les victimes qui ne portent pas encore un nom. Ça, c'est terrible pour les familles. Le docteur Derrick en fait une affaire personnelle. C'est désormais le combat de sa vie. C'est vrai que d'un point de vue professionnel, c'est un mystère, un puzzle. Mais c'est plus que ça. Je veux juste que ces garçons soient rendus à leur famille. C'est très poignant pour moi. Des années d'obstination. Et enfin un premier résultat en août dernier. Après avoir reconstitué le visage, elle a enfin pu identifier un jeune garçon. Ça, c'est la reconstitution du visage de Randy. Randy Harvey, disparu à l'âge de 15 ans dans le quartier de Henley. Il y a 4 mois, le docteur publie sa photo dans un journal local. Ses sœurs le reconnaissent, l'ADN confirme. Voilà une boucle de ses cheveux et un peigne qu'on a trouvé sur lui. Je leur ai montré cette boucle de cheveux, elles l'ont formellement reconnu. Pareil pour le peigne. Une sœur de Randy habite toujours à Houston. Il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Il en aurait eu 16 en juin.
35 ans après la disparition de son frère, elle a enfin appris ce qui lui était arrivé. Voilà la reconstitution de son visage. C'est très ressemblant. C'est du bon boulot. Ça, c'est son peigne qu'il avait toujours dans sa poche. Et là, le symbole de la paix qu'il portait sur son t-shirt. Aujourd'hui, elle peut enfin commencer le deuil de son frère. Qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de la paix, avec son nom en haut. Et en bas, c'est le numéro de son dossier judiciaire. C'est ma façon à moi de me souvenir de lui. Il vous manque? Oui, terriblement. Mais il est dans mon cœur. Excusez-moi, je suis très ému. Je comprends. Mon père et ma mère sont morts sans savoir. Vous savez, c'est dur. Encore aujourd'hui, j'ai l'espoir fou qu'un jour il va revenir, même si je sais que ça n'arrivera pas. Well, thank you. Merci. Very much. And good luck and take care of you. Au revoir et bon courage à vous. Pour Stéphane Bourgoin, c'est l'heure du départ. Il laisse derrière lui des familles de victimes et Elmer Wayne Henley, condamné à 594 ans de prison, le tueur en série va finir sa vie derrière les barreaux. Mais chose incroyable, certains tueurs en série ressortent de prison malgré leurs crimes. L'un de ces tueurs en liberté vit en Allemagne. Il habite dans cette petite ville, à 3 heures de route de Berlin. Nous l'avons rencontré fin décembre, alors qu'il préparait les fêtes de Noël. Ce meurtrier s'appelle Wolfgang Lange. Il a 54 ans et il adore se déguiser. Ça, c'est mon pantalon de Père Noël. Il faut que je fasse attention à ne pas le déchirer. Depuis qu'il est sorti de prison il y a 8 ans, Wolfgang Lange anime bénévolement le marché de Noël. Ça va à peu près. C'est un peu décoiffé, mais le Père Noël est un vieux monsieur. Alors il a le droit d'être décoiffé. Comme tous les samedis, c'est parti pour 1 heure de distribution de cadeaux. Tu préfères un livre ou une peluche? Ici, les enfants adorent Wolfgang. Tu sais ce qu'on va faire? On va tout vider ici. On va vider ce gros sac. Allez-y. Choisissez les enfants. J'adore faire des cadeaux. Je trouve ça super de voir les yeux des enfants qui brillent, sans arrière-pensée. C'est juste super les étincelles dans les yeux des enfants. Ce grand-père bienveillant est en fait un authentique tueur en série. Reconnu coupable de la mort de 10 personnes, il a purgé une peine de 10 ans de prison. Mais ça, personne ne le sait ici, excepté son meilleur ami, le pasteur Schuster. C'est lui qui dirige l'association caritative où Wolfgang fait du bénévolat. C'est vraiment étonnant de voir à quel point l'être humain peut changer. À voir combien d'amour il met là-dedans, personne ne pourrait se douter que cet homme a commis des meurtres. Ange ou démon? Derrière le gentil Père Noël se cache en fait l'un des pires tueurs en série que l'Allemagne moderne ait connu. Son surnom, Todesfleger, l'infirmier de la mort. Tout s'est passé dans cet hôpital au service psychiatrie. Pendant 20 ans, Wolfgang y était perçu comme un aide-soignant exemplaire. Mais pendant ses nuits de garde, il choisissait certains patients au hasard et leur faisait des injections mortelles.
Démasqué, il a été condamné à seulement 15 ans de prison grâce à une subtilité du droit pénal allemand soulevée par son avocat. Libéré au bout de 10 ans pour bonne conduite, Wolfgang se dit aujourd'hui complètement guéri et ne suit étrangement aucun traitement. Les meurtres n'étaient qu'une réaction, un cri d'alarme de ma part, pour attirer l'attention sur moi. Aujourd'hui, quand je suis en société, je n'ai plus de pulsions négatives. Comment un tueur en série peut-il se retrouver déguisé en Père Noël au milieu des enfants? Peut-on guérir et reprendre une vie normale après avoir tué froidement 10 personnes? En somme, Wolfgang Lange est-il toujours dangereux? Des questions qui obsèdent Stefan Arbort. Ce commissaire de police à Düsseldorf est un criminologue reconnu en Allemagne. Sa passion, les tueurs en série. Il les traque le jour et la nuit il retourne au bureau pour les étudier. J'ai ici les archives sur tous les cas de tueurs en série allemands depuis 1945. Dans ces classeurs, plus de 200 cas recensés. Comme Stéphane Bourgoin, le policier allemand sillonne le pays depuis 20 ans à la rencontre des tueurs en série. Cette passion est née d'une rencontre avec un psychopathe lorsqu'il était jeune inspecteur. Je me suis retrouvé face à un type qui me racontait pendant de longues minutes comment il avait étranglé sa belle-sœur dans une voiture à l'aide d'une corde. Ce qui m'a à la fois répugné et fasciné, c'est le détachement avec lequel il parlait de son meurtre. Des tueurs en série, Stefan Arbort en a interrogé des dizaines, en prison, mais jamais en liberté. Dans quelques minutes, c'est donc une rencontre historique pour le commissaire. Il a rendez-vous avec l'infirmier de la mort. J'ai déjà sollicité Wolfgang Lange il y a 11 ans. À l'époque, il n'a pas voulu me rencontrer, alors je me demande ce qui m'attend. Wolfgang a réservé une salle à part, au fond de ce bar. L'affaire a plus de 20 ans, mais il tient à rester discret. Bonjour, monsieur Lange. Content de vous rencontrer. Wolfgang accepte de reparler de l'affaire aujourd'hui, car il se prétend guéri. Mais d'entrée de jeu, certains propos font froid dans le dos. L'ex-infirmier dit posséder un don extra-lucide, celui de repérer les personnes qui vont mourir. Quand je voyais que quelqu'un allait mourir, je n'allais pas forcément chercher un médecin. Je m'asseyais à son chevet, c'était un sentiment apaisant, une très belle sensation. Vous savez, on peut voir quelques heures à l'avance quand quelqu'un va mourir. À quoi on voit ça? Le visage de la personne change. De quelle manière? Il y a un triangle plus clair que le reste du visage qui se forme là. Tout le monde ne peut pas voir ça. Mais moi, oui. En plus de ça, j'arrive à voir des semaines à l'avance quand quelqu'un va mourir. Parce qu'il y a une sorte d'aura qui se dessine autour de la tête. Des dons extra-lucides et des pulsions. Quand il tuait, Wolfgang était en état de transe. Votre première victime, vous vous en souvenez? C'était un homme d'une 50aine d'années. Je lui trouvais une ressemblance avec mon père et j'ai eu des hallucinations. J'ai vu ma petite nièce allongée sur le ventre de cet homme. Elle disait « Papy, dis quelque chose !» Et tout à coup, j'ai vu que cet homme était en train de mourir. Moi, j'avais une seringue dans la main. En fait, tous les meurtres se sont déroulés de la même manière. Je me suis regardé faire ce que je ne voulais pas faire. Ce geste qu'il ne voulait pas faire, il l'a pourtant répété au moins 9 fois.
Le premier meurtre, c'est le carton jaune. On se dit que ça n'arrivera plus. D'ailleurs, je suis resté 1 à 2 semaines sans commettre de meurtre. J'étais fier de moi. J'avais vraiment l'impression que c'était fini. Mais après, j'ai rechuté. Quand on a transgressé la ligne rouge une fois, c'est plus facile les fois d'après. Ces patients, j'ai toujours fait le maximum pour eux. Au fond, j'aime les gens. Mais à un moment, une ampoule a grillé dans mon cerveau. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Pourquoi une ampoule a-t-elle grillé dans sa tête? Une partie de la réponse se trouve chez son avocat, devenu au fil des ans son confident. Cet après-midi, le commissaire Stefan Arbort a rendez-vous avec lui. Bonjour, maître Hoffmann. Je suis Stefan Arbort. Paul Hoffmann possède le journal intime de Wolfgang. Il a aussi des lettres qu'il a écrites à sa femme, sans jamais oser lui envoyer. Il y a toutes les remarques désobligeantes de mes collègues. Ça m'a beaucoup blessé. Je n'ai jamais montré mes sentiments. Ça, c'est très important pour lui, ne jamais montrer ses sentiments. Combien de fois je me suis enfermé aux toilettes pour pleurer? Je n'ai jamais su montrer mes sentiments devant les autres. J'en avais trop honte. J'ai toujours fait semblant d'être fort. Au fil des pages, se dessine le portrait typique du tueur en série. Un homme fragile, frustré et solitaire. Incapable de communiquer avec les autres, Wolfgang finira par se confier à son chien. Avec au final un sentiment de vie gâché, malgré une intelligence supérieure à la moyenne. En réalité, c'est un homme très intelligent, avec un quotient intellectuel très élevé. Et quand on regarde ce qu'il a fait de sa vie, c'est bien peu. Il est devenu simple infirmier, tout en bas de l'échelle hiérarchique. Alors bien sûr, ça ronge de l'intérieur. Et pour lui, c'était vraiment une source de complexe. Mais aujourd'hui, fini le tueur aux 2 visages. Wolfgang le jure. Depuis sa sortie de prison, il dit avoir trouvé la foi et un sens à sa vie. C'est du boulot, mais j'aime beaucoup faire ça. Je me sens bien après. L'association pour laquelle il fait le Père Noël assure aussi la distribution de repas aux sans-abri. Wolfgang en est l'un des plus fidèles bénévoles. Ici, Wolfgang Lange s'est fait de nouveaux amis. Est-ce un antidote assez puissant pour éviter la récidive? La religion m'a beaucoup aidé. C'est une échappatoire pour se débarrasser de ses problèmes, mais aussi pour recevoir de l'amour. Et aujourd'hui, je vis ma foi. Vous pourriez refaire ce que vous avez fait? Non. Ça ne peut plus jamais arriver. Je ne garde plus mes problèmes pour moi maintenant. Je me confie à quelqu'un et voilà tout. Gary, pas si sûr. Louise, une de ses meilleures amies, connaît son passé. Wolfgang lui a déjà confié ses doutes. Il m'a dit que ça pouvait se reproduire si jamais il retournait travailler dans le même domaine. Il a peur de refaire la même chose s'il retourne dans un hôpital. En même temps, il a envie de retourner en psychiatrie. Et figurez-vous que la NPE lui a proposé un emploi comme infirmier. Finalement, c'est Wolfgang lui-même qui a refusé ce travail. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Depuis 8 ans, l'ancien tueur s'est tenu à carreau. Mais ses pulsions meurtrières pourraient-elles subitement ressurgir? Incurables, les meurtriers en série seraient-ils condamnés à tuer toute leur vie?
Celui qui a franchi la ligne rouge, qui a tué un être humain, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, doit être considéré comme un toxicomane ou un alcoolique. Il a soigné sa dépendance, mais court toujours le risque d'une rechute. C'est pareil dans le cas de Wolfgang Lange. C'est la fin de l'enquête pour Stéphane Arbort, Nadia Fezzani et Stéphane Bourgoin. Mais les trois spécialistes auront encore beaucoup d'occasions de se retrouver face à un tueur. Rien qu'aux États-Unis, plusieurs dizaines de tueurs en série sont condamnés chaque année. Il ferait plus d'1 millier de victimes par an.